Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des plus grands mystères de Wano Kuni, une expérience d'un scientifique fou qui aura gâché la vie de nombreux personnages. Et oui, aujourd'hui on parle bien du Smile créé par César Clown. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois! Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause et aussi n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je partage pas mal de choses. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton acquis du liking et n'oublie pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour améliorer ton acquis de l'observation. Le monde de One Piece est l'un des rares univers à réellement pousser son lecteur à l'observation, à lui proposer l'exercice de l'exploration et de la recherche, le tout dans le but de lever le voile sur de nombreux mystères, qui, disons-le, participent grandement au succès de l'une des œuvres de fiction les plus marquantes de notre génération. C'est alors sans grande surprise que je me suis aussi prêtée au jeu, souhaitant aujourd'hui vous partager l'une de mes propres théories. Une théorie qui va peut-être nous permettre de résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'œuvre, de révéler l'un des mystères les plus importants de l'arc Wano Kuni. Le Smile est une création de César Clown. Il s'agit de fruits du démon artificiels de type Zoan. Seulement à l'inverse des fruits du démon classique, le cas du Smile a des chances de réussite de seulement 10%. En effet, seule une personne sur 10 arrive à en récupérer les pouvoirs tandis que les 9 autres se voient paralysés à jamais, forcés à porter un sourire en toutes circonstances, donnant ainsi le nom de Smile. Nous avons découvert que le shogun Orochi avait jeté des smiles déjà entamés aux habitants d'Ebisu pour les punir du fait qu'ils pleuraient toujours les morts dues à la famine. On sait notamment que Killer, le second de Eustace Kid, s'est vu atteint volontairement de l'effet du smile, le paralysant ainsi à vie à sourire, et ce, peu importe ses émotions. Nous sommes alors tentés de nous demander si les habitants de Wano Kuni, et surtout Killer, resteront ou non à jamais atteints de cette paralysie. J'ai toujours pensé que Chopper allait avoir le rôle du sauveur en guérissant les victimes des effets du smile, et selon moi, il sera sans nul doute accompagné de Law pour accomplir cette lourde tâche. Trafalgar dit Waterloo est un pirate de renom faisant partie des supernovas au même titre que Monkey dit Luffy. Il est actuellement présent à Wano Kuni en tant qu'allié de Luffy, dans le but de mettre un terme au règne de l'un des 4 empereurs, ici Kaido. A noter qu'en plus d'être le capitaine de son navire, Law exerce également le rôle de médecin au sein de son équipage, sa spécialité étant la médecine chirurgicale. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il existe une vraie maladie du nom de Gelastic Seizure, que nous allons appeler GS pour plus de facilité. Cette maladie se présente sous forme d'une tumeur qui possède la particularité d'appuyer sur l'hypothalamus. Ceux qui en sont atteints ont une forme d'épilepsie les condamnant à rire sans arrêt. De plus, au vu de l'emplacement de cette tumeur, celle-ci se voit malencontreusement affecter la croissance et le développement de celui qui en est atteint. A noter que les principaux concernés par le ralentissement de la croissance sont les enfants. Bien entendu, les adultes étant déjà arrivés à terme de leur croissance ne se voient pas affectés par ce ralentissement et seul leur sourire témoigne de la présence de cette tumeur. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'il nous est possible de voir de nombreuses similitudes entre ces symptômes et ceux du smile, révélant l'une des nombreuses inspirations de l'auteur quant au développement de son intrigue à Wano Kuni. Nous avons donc une maladie qui force son porteur à dresser un sourire et un village composé uniquement de personnes âgées et d'enfants atteints de cette maladie suite à la consommation du smile. Un village qui bizarrement ne compte pas de jeunes adultes mais seulement d'enfants qu'on soupçonne être atteints d'un ralentissement de croissance. Puisque, comme vous l'aurez compris, la maladie de laquelle est inspiré le smile, le Gelastic Seizure, agit également sur le développement de son porteur, il ne serait donc pas improbable que l'auteur ait choisi d'inclure cet effet au fruit du démon artificiel. Surtout lorsqu'on découvre qu'un personnage très important dans la fabrication du smile porte comme par hasard un nom inspiré de celui de la maladie en question, à savoir Seizure. Il faut savoir qu'il est possible de guérir de cette maladie si la tumeur est bénigne et qu'une opération neurochirurgicale est effectuée, d'où l'importance de Law dans cet arc concernant la guérison de ceux ayant mangé le smile. Étant donné qu'il est chirurgien, il va sans dire qu'il sera celui qui s'occupera de guérir les victimes du smile. On peut même aller jusqu'à dire les sauver. Malgré le fait que beaucoup de personnages en soient atteints, il ne me paraît pas improbable que Law les guérisse tous grâce à son Opeopenomie, atout majeur et clairement meilleur fruit du démon pour un chirurgien. Cependant, il se peut que certains personnages aient une tumeur trop développée empêchant la possibilité de se faire opérer. Le rôle de Chopper sera alors selon moi de préparer des traitements post-opératoires pour ceux ayant été opérés et pourquoi pas de trouver un autre remède atténuant les effets du smile pour ceux qui ne peuvent pas se faire opérer. Faisant écho aux radiothérapies que les patients atteints du GS doivent suivre sur le long terme pour guérir des effets de cette maladie. Un
Un élément qui appuie également cette théorie est le fait que Law a déjà utilisé ce genre de procédé sur les enfants malades de Punk Hazard, en retirant de leur corps toutes les parties atteintes des effets de la drogue dont ils étaient victimes, donc il ne serait pas improbable que cela se reproduise. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Otoko avait un tel écart d'âge avec son père, le Daimyo Yasue? Otoko-chan a l'air d'avoir l'âge de Momonosuke, à savoir 8 ans, mais ce n'est effectivement qu'une impression. Il se pourrait fortement qu'elle ait en réalité la vingtaine, étant donné qu'on peut se dire que l'incident des bisous par Orochi s'est produit il y a de cela entre 15 et 20 ans, et ce peu après son ascension au pouvoir. Une chose est sûre, Otoko est atteinte par les effets du smile. L'hypothèse n'est donc clairement pas à écarter. C'est un élément qui pourrait également appuyer une théorie que je me plais à partager depuis longtemps, à savoir l'importance de Otoko dans cet arc. Et j'aimerais revenir sur une théorie que j'ai toujours partagée sur la chaîne et qui a bien évidemment ses contre-arguments. Mais la théorie me plaît toujours, donc je me dois de vous la repartager, bien qu'elle ne tienne plus la route. À savoir que Toko ne serait nul autre que Hiyori elle-même. C'est à Wano Kuni, et plus précisément à la Flower Capital, que certains Mugiwara ont rencontré Otoko-chan pour la première fois. Une petite fille qui m'a directement paru mystérieuse. Au premier abord, j'avais fait le lien entre Toko et Toki, le premier pouvant se définir par le lieu et le second par le temps. Une notion espace-temps qui pourrait nous mettre sur la piste d'un possible lien familial entre les deux. Par la suite, on découvre que Toko est une Kamuro et qu'elle sert Loiran Komurasaki, mais l'idée qu'elle soit Hiyori ne m'a jamais vraiment quittée, surtout lorsqu'on voit l'importance qu'elle a au sein de cet arc. Elle a toujours été protégée et surtout par Komurasaki qui a mis sa vie en danger pour la sauver. À ce moment précis, je me suis posé la question, pourquoi risquer sa vie pour une simple servante? Et cette question est encore plus pertinente quand on apprend que Komurasaki est en réalité Hiyori. Lors de sa première apparition, Komurasaki était un personnage détestable et depuis qu'elle s'est révélée être Hiyori, son caractère a complètement changé. Une preuve qu'elle joue très bien la comédie et qu'elle peut assumer n'importe quel rôle, même celui d'une princesse déchue. Komurasaki a révélé sa soi-disant réelle identité à Zoro afin qu'il les protège face à Kamasu, qui n'était nul autre que Killer. On pourrait se dire que le mystère autour de Hiyori a été découvert, mais ce n'est pour moi qu'une mise en scène afin de protéger la réelle princesse de Wano Kuni. A noter que lorsqu'Oda présente l'emplacement des personnages dans la carte du chapitre 938, il utilise le nom de Komurasaki et ce même après la révélation de son identité, ce qui, disons-le, est assez particulier. Selon moi, Hiyori, qui est en réalité Toko, a été confiée au daimyo par son vieil ami Kozuki Oden, lui demandant ainsi de veiller sur elle comme si c'était sa propre fille. Quant à Komurasaki, elle serait en réalité une fille qui a grandi dans la famille Kozuki. Depuis, elle a pour but de se faire passer pour Hiyori afin de duper tous les ennemis, alliés et spectateurs y compris. Certes, elle dit avoir eu comme tuteur Kawamatsu pendant 13 ans, et celui-ci le confirme. C'est l'un des fameux contre-arguments de la théorie, mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait quelque chose qui se cache derrière cette histoire et leur relation. On a déjà eu le cas d'un changement de personnalité avec Pudding, mais le schéma scénaristique qui entoure Komurasaki n'est pas du tout le même. D'un côté, nous avions Pudding qui jouait l'innocente afin de duper volontairement les Mugiwara et les piéger, tandis que de l'autre côté, nous avons Komurasaki et Toko qui ont été obligés de switcher de personnage afin de se protéger contre leurs ennemis à Wano Kuni. Ainsi, Momonosuke et Hiyori se retrouveront et pourront grandir ensemble. N'oubliez pas, Oda Sensei a déjà utilisé ce procédé avec Kinemon et Momonosuke, les faisant passer pour père et fils, alors que Kinemon est le serviteur de Momonosuke. Un autre détail important est la rencontre entre les Mugiwara et la princesse du pays. En général, les Mugiwara rencontrent toujours en premier la princesse du pays lorsqu'ils y débarquent. Ce fut le cas pour Vivi à Alabasta, pour Shirahoshi sur l'île des Hommes Poissons ou encore Rebecca à Dressrosa. Bien entendu, Luffy a rencontré Otama en premier, mais le reste de l'équipage a rencontré Otoko-chan avant Komurasaki. Du coup, nous sommes obligés de nous demander s'il s'agit d'un simple détail ou d'un réel indice. Sachant que selon moi, à cause du traumatisme des événements du passé et des effets du smile en plus, Otoko a perdu la mémoire et ne sait plus du tout qui elle est, à contrario de Komurasaki qui joue ce rôle depuis de nombreuses années. D'ailleurs, il serait intéressant de se demander si la Hiyori que les Furo connaissent était la vraie ou était un substitut depuis le début. Ainsi, ça expliquerait pourquoi Denjiro et Kawamatsu pensent que Komurasaki est bel et bien Hiyori. C'est arrivé dans de nombreuses œuvres de fiction. Quand il y a une princesse en danger, celle-ci a un substitut afin de ne pas la mettre en danger. Et comme on dit, il vaut mieux tromper d'abord tes alliés avant de tromper tes ennemis. De plus, j'aimerais revenir sur la possibilité que Komurasaki soit en réalité la fille de Yasue le daimyo, qui a confié sa fille à Oden et que ce dernier a confié sa fille, Toko,
au daimyo pour la cacher du danger. On est d'accord, une demande exigeante pour Yasue qui a dû confier sa propre fille là où il y avait le danger, mais qui agissait en tant que fidèle ami d'Oden Kozuki. Ça serait d'ailleurs pour ça, selon moi, que Hiyori a facilement donné Enma qu'elle a hérité de son père à Zoro pour récupérer Shusui, le trésor national, certes, mais qui est tout de même de la lignée des Shimotsuki dont Ryoma faisait partie et dont le daimyo Yasue fait partie, et donc par la même occasion, selon ma théorie, dont Hiyori, qui est comme Murasaki fait partie. A noter que Otoko a l'air d'avoir l'âge de Momonosuke alors qu'elle a normalement 3 ans de moins que lui. On peut se dire alors que les Smiles ont été créés il y a de cela 17 ans, soit 3 ans après la mort d'Oden Kozuki. Bien évidemment, comme répété, cette théorie a ses défauts et contre-arguments, mais elle me plaît et j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Voilà, la vidéo touche à sa fin, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, si elle vous a plu, likez-la avec votre puissant acquis du likement. N'oubliez pas, il n'y a pas de chapitre cette semaine, mais je me ferai un plaisir de vous fournir du contenu sur YouTube et sur Instagram, donc rejoignez l'aventure pour voyager vers Love Tale. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.